Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Ces dernières années, je pense que la plus grosse mémoire que j'ai libérée, c'est la mémoire de prostitution. Alors c'est une mémoire dont on ne parle pas trop, ça reste encore un peu tabou, mais c'est vrai que je pense que c'est celle qui m'a fait le plus grandir, cette mémoire de prostitution, où je ne me rendais pas compte, mais avec du recul, j'ai toujours dit, par exemple, quand j'étais adolescente, que si j'avais eu le corps dont je rêvais, j'aurais été gogo danseuse. Pas beaucoup de gens disent ça. Merci d'accueillir la Belgique. Installée sur ces canapés, quel bonheur d'avoir Aurélie Doyen. Bonjour Aurélie. Bonjour Marc. Merci d'être là. Alors vous allez reconnaître bien sûr cette petite pointe d'accent, hein, mais c'est très bien. Que nous, on n'entend absolument bien pas. Bien entendu, c'est nous qui avons l'accent. Voilà. Ben oui, bien entendu. Merci d'être là, vous êtes thérapeute et on va parler de psychogénéalogie. Vous avez cette phrase quand on a préparé l'émission qui dit « Notre passé ne détermine pas évidemment qui on est ». Oui. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment quand même que de plus en plus les gens comprennent ça. Alors je pense qu'ils le comprennent, mais que pour autant, il y a toujours quand même cette accroche. Parce qu'on vient de quelque part. Et donc oui, ça ne le détermine pas, mais comment on fait pour s'en sortir finalement? Où on va voir évidemment votre parcours et on va voir comment la psychogénéalogie, en tout cas vous êtes l'héritage de votre vie familiale, de votre éducation, de votre parcours de vie, etc., etc. Et on dit toujours que tout bon thérapeute commence déjà par lui-même. Oui. Quel travail avez-vous fait sur vous, alors, pour le coup? Alors moi, ça a commencé à 30 ans. Donc voilà, il m'a fallu quand même un peu de temps. Assez tardivement. Voilà, un peu de temps pour le comprendre. Moi, j'étais très dans les rails de la loyauté familiale. Donc dès le départ, je suis rentrée dans la loyauté familiale et j'y suis restée jusqu'à 30 ans. Et puis, à mes 30 ans, quelqu'un m'a dit, et alors, bon, ça paraît un peu comme ça, magique comme phrase, mais quelqu'un m'a dit « Waouh, Aurélie, tu as une vie de rêve ». Et donc, ça sonne comme un super beau compliment. Et en fait, moi, je me suis vraiment pris ça comme « Waouh, en fait, ce que les gens voient… » perçoivent de moi. C'est pas du tout la réalité intérieure. De ce que je ressens. Et donc là, j'ai vraiment senti une discordance énorme. Et je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Soit je continue à jouer un rôle et à être quelqu'un que je ne suis pas. Mais vous aviez conscience de jouer ce rôle? De plus en plus, je pense, mais ça a vraiment été la phrase qui a fait que… voilà, je dis souvent, je me suis pris ça comme un hypercute et voilà, je devais faire un choix. Et donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et mon histoire de vie fait que je me suis dit, je vais comprendre en fait comment j'en suis arrivée là. Et c'est la psychogénéalogie qui s'est mise sur mon chemin. Et puis, je suis tombée dedans comme Obélix. Enfin, voilà. Ouais. Dans la potion. C'est ça. Dans la potion. Saviez-vous qu'avant toute manifestation, l'information se situe dans un champ énergétique appelé champ quantique? Eh bien, quand vous accédez à ce champ quantique, vous pouvez tout changer, que ce soit vos blocages dans la vie ou atteindre vos désirs profonds. Eh bien, j'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique avec ABC Talk dans plusieurs villes de France, à plusieurs dates. Alors rendez-vous sur abctalk.fr en cliquant sur le lien autour de cette vidéo pour retrouver toutes les dates, les villes et les informations autour de ce week-end de transformation exceptionnel. Mais revenons sur cette phrase, parce que cette phrase, effectivement, elle part comme un beau compliment. Tout à fait. Je veux dire, c'est plutôt censé être sympa. C'est plutôt sympa. Et pourquoi et comment vous analysez les choses sur le fait que vous la prenez, vous la réceptionnez d'une manière très péjorative, pour le coup? Qu'est-ce qu'elle éveille en vous? Qu'est-ce qu'elle fait résonner en vous? Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est la différence entre ce que les gens voient et qui je suis vraiment. Et qui vous êtes vraiment alors? Qui vous étiez vraiment alors à ce moment-là? Ah ben, j'étais absolument pas moi. J'étais vraiment le fruit des attentes des autres. Que ce soit de ma famille, mais également de ma famille
voilà, mes amis, ma famille, je répondais à l'attente de l'autre. Et donc, j'étais bien conforme à ce qu'on attendait de moi, sans problème, mais je n'étais pas vraiment moi. Et comment se dire et comprendre qu'il vous a fallu 30 ans pour comprendre ça? Et 30 ans et cette phrase pour comprendre ça, c'est fou d'attendre aussi longtemps. Il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de sensation de décalage en se disant en fait je ne suis pas moi, on m'impose des choses, non? Alors oui, mais je pense que comme on est tellement en arrière-plan de sa vie qu'en fait les autres passent avant. Enfin voilà, il y a d'autres blessures et donc c'est l'autre qui passe avant. On se sacrifie. Moi, je suis une grande abandonnique, blessure d'abandon, plus. Et donc, moi, ce qui comptait le plus, c'était d'être aimée à n'importe quel prix, au prix d'être pas bien. Et donc, mais tout le monde pensait que j'allais très, très bien. Personne ne voyait que potentiellement, je pouvais pleurer chez moi, que ça n'allait pas. Je suis le stéréotype de la femme forte. Mais vous étiez quand même consciente que vous n'alliez pas bien. Pour le coup, si vous pleurez chez vous, vous ne pleurez pas pour rien. Oui, mais. C'est le oui, mais, et c'est là où je pense que le masque était tellement fort que je ne savais même plus. Il y avait vraiment comme une dissociation. Hein. C'est-à-dire que ce masque, il prenait le dessus? Complètement. Sur tout? Complètement. Mais donc l'enlever, c'est très compliqué aussi. En tout cas, il vous aura fallu une phrase électrochoc pour prendre conscience du truc. C'est ça. Donc, vous avez 30 ans, on vous dit cette phrase, vous la réceptionnez d'une manière agressive presque, en tout cas, elle vous saute au visage, elle était violente. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors ça, c'est un peu le côté magique, qui n'est pas de la magie, mais à l'époque, moi, je ne suis pas du tout dans la spiritualité, je ne suis pas du tout dans même la connexion à moi. Et en fait, je me souviens, je suis dans ma voiture et je dis, bon les gars, ça fait 30 ans que je joue à ce jeu-là, c'est fini. Donc faites quelque chose, mais en fait, moi, j'en peux plus, quoi. Et donc, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse à l'époque, mais voilà. Et je reçois un mail dans la foulée pour m'inscrire à une formation en psychogénéalogie. Et donc là, je me dis, bon, hasard, pas hasard, j'en sais rien, mais soit tu continues à te plaindre et ça ne va pas avancer, ou soit tu prends les choses en main. Mais comment vous avez connaissance de la psychogénéalogie et son contenu, sachant que vous n'êtes pas du tout ouverte à ça? Non, mais alors absolument pas. Donc je reçois ce mail et du coup je regarde c'est quoi la psychogénéalogie. Ah, l'histoire de la famille, l'impact que ça peut avoir sur nous. Ah, intéressant. Et là je me dis, bon, ben, à l'époque j'étais assistante sociale et donc je me dis, bon, ben, en plus ça peut me servir pour mon travail et donc allons-y. Et je crois que donc je m'inscris fin juin du coup. La formation commence début septembre. Et 5 minutes après la formation, je savais que c'était ça, je savais que j'en ferais mon métier, c'était une évidence absolue. C'est un cataclysme là pour le coup. Oui, c'est ça, il y a eu vraiment un retournement. Donc vous avez été effectivement assistante sociale, ensuite vous avez travaillé avec les enfants, et notamment dans un hôpital psychiatrique. Oui. Et là aussi, il y a quand même déjà des notions d'accompagnement, d'aide, le côté thérapeute. Il y a déjà cette fibre-là. Oui, la fibre était davantage sauveuse c'est ça. Par le passé. Aujourd'hui, la fibre, et même si c'est toujours dans l'accompagnement et dans l'aide de l'autre, mais aujourd'hui, la fibre, elle est beaucoup plus dans la responsabilisation de chacun par rapport à ce qu'il vit. Ça, c'est la grosse différence pour moi. Vous allez donc faire cette formation? Oui. Qui va durer combien de temps? 3 ans. 3 ans? Oui. OK. Et qui là, puisque vous dites que vous faites ce travail sur vous, vous emmène dans les bas-fonds de votre âme, comme on dit? C'est vrai? Oui, vraiment, je relis mon histoire une seconde fois et je me dis, ah oui, en fait, effectivement, rien n'arrive par hasard. Si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé tout ça. Et aussi difficiles les épreuves ont-elles pu être, mais ça fait de moi cette personne-là. Et soit je peux en être une victime, et c'est un choix de vie et c'est OK, ou soit je m'en saisis et ça devient des forces. Comment est-ce que vous avez la force de dire allez, maintenant je change tout? C'était presque une question de survie? Oui, et c'était OK, pendant 30 ans, je suis restée sur le côté de la route. Aujourd'hui, je la prends et c'est ma route. Ça veut dire que vous vous êtes menti pendant 30 ans?
voilà, c'est une très bonne question. Je ne dirais pas que c'est un mensonge, ou en tout cas pas conscient, parce que je pense que vraiment, on ne le fait pas consciemment, et c'est vraiment, oui, c'est ça, on répond à une attente, et c'est tellement normal. Il y a des gens qui disent, mais c'est comme ça ne s'est pas changé, et c'est exactement ça. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de changer. Quelle différence il y a, d'après vous, entre la psychogénéalogie et le transgénérationnel? Le transgénérationnel entre dans la famille de la psychogénéalogie? Alors, le transgénérationnel, c'est vraiment notre histoire de famille. La psychogénéalogie, c'est l'analyse de notre histoire de famille. Donc, on a tous une histoire transgénérationnelle, mais on ne va pas forcément l'analyser. Alors, pour comprendre la psychogénéalogie, et votre cas en particulier, on est obligé de revenir sur votre histoire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en parlez facilement? Sans problème. Ouais. Aucun problème aujourd'hui. Vous êtes apaisé avec tout ce qui a pu se passer dans votre vie? Oui. Bon, alors allons-y. Vous êtes arrivé après 12 ans de mariage. Oui. Vous naissez après 12 ans de mariage et vous avez un frère jumeau? Exactement. Voilà. Qui part? Oui. À l'âge de? 5 mois de grossesse. 5 mois de grossesse. Donc ça déjà, ça n'a jamais été un secret de famille? Ça n'a jamais été un secret de famille. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà très très bien, effectivement. Ce qui est déjà très très Non, bien, mais c'est vrai. puisqu'il est connu, reconnu. La perte c'est comment on appelle ça? Le jumeau perdu. Le syndrome du jumeau perdu. Exactement. Il y a des gens qui découvrent ça, ils ont 40 ou 50 piges et on leur dit mais ça, c'est sans doute une histoire de syndrome du jumeau perdu. Oups! Oui, alors je suis toujours très... alors moi je suis très attentive aux mots et syndrome du jumeau perdu, attention parce que on peut tout à fait avoir un syndrome du jumeau perdu en n'ayant pas forcément eu un jumeau intra-utérin. On peut avoir une mémoire transgénérationnelle de jumeaux perdus, donc il y a déjà là une différence. Et en soi, on pourrait tous être des jumeaux perdus. Et c'est là où c'est compliqué pour moi parce que quand j'étais petite, je me souviens qu'on me disait ah mais toi c'est pas possible, t'es pas jumelle parce que t'achèterais en double. Et je l'ai hyper mal vécu parce que j'avais l'impression du coup de pas être légitime d'avoir eu un frère jumeau décédé intra-utérin. J'ai pas compris, t'achètes rien en double? Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Un des indices Okay. d'un jumeau perdu, c'est que les gens achètent en double. Ah bon? Ou en triple pour les triplés. Ah bon? Voilà, oui, oui. La première fois que j'entends un truc Ah oui, comme voilà. ça. Et donc, on m'a toujours dit, Okay. mais donc toi, c'est bizarre quand même, t'achèterais en double. Et ben j'étais là, bah, ouais, en fait, j'en sais rien. Et quel est l'intérêt d'acheter les trucs en double? Ah, mais c'est vraiment dans la mémoire. C'est un indice de la mémoire où les personnes vont combler, en fait, le manque du jumeau en achetant en double. Okay. Et moi, j'avais pas ça. Et donc, j'étais un peu, du coup, c'est que je le suis pas. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres indices et que c'est très limitant, en fait, d'enfermer les gens là-dedans. Et donc, c'est pour ça que je suis quand même très, très attentive à ça, en disant, oui, alors moi, syndrome du jumeau perdu à 3000%. Enfin, voilà, si vous avez besoin d'exemples transgénérationnels, je crois que les mémoires, j'en ai beaucoup. Je suis un peu un cas d'école. Comment est-ce que vos parents vous annoncent qu'effectivement, que vous vous souvenez de l'annonce de la perte de votre jumeau? Non, absolument pas. Non? Ça fait partie de l'histoire, quoi. Ok. Oui. Sauf qu'il y a bien eu un moment où on vous l'a révélé. Ah, oui, mais je devais vraiment être petite parce que... Ils avaient déjà conscience que c'était préférable de le dire depuis toute petite? Non, du tout. Non, je pense que c'était pas réfléchi. Donc en tout cas, c'est intelligent de l'avoir fait. Oui, oui. Aujourd'hui, vous le préconisez, ça? Oui. Fausse couche, avortement, je pense que c'est hyper important d'en parler parce que ça fait partie de l'histoire. Ça fait vraiment partie de l'histoire. Alors, la jumeau perdu, oui, ça a un impact sur moi aujourd'hui, mais on ne peut pas prédire l'impact que ça aura non plus. Mais je pense que c'est important de le dire parce que ça fait vraiment partie de l'histoire, parce que ça a été difficile. Enfin, j'imagine que, oui, quand on dit à un parent qu'il y en a un des deux qui est reparti, c'est pas facile, encore moins après 12 ans de tentative. Donc, bien sûr, malgré tout, moi, j'ai vécu ça intra-utérin. Et donc oui, je pense vraiment, aussi difficile que ce soit. Et si je le préconise, c'est à la fois pour les parents, parce que je pense que c'est une forme de libération de pouvoir le dire, mais aussi pour l'enfant, de ne pas porter ça, en fait. Et souvent, les parents disent, mais c'est difficile, à quel moment on doit le dire? Et il n'y a pas de bon moment. Il y a juste un moment, et c'est important, point. Ça, c'est quand, j'allais dire, biologiquement, physiologiquement, les parents savent et acceptent effectivement d'en parler. Mais vous disiez qu'il y a effectivement ce syndrome du jumeau perdu qui peut être complètement transgénérationnel, sur une mémoire du jumeau perdu. Comment savoir ça? Et c'est là où,
moi je dis tout le temps, la psychogénéalogie, elle ne fait pas de prédiction. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu des jumeaux perdus qu'automatiquement, il y aura une mémoire de jumeaux perdus. Ce qui est important en psychogénéalogie, et ça j'aime à le rappeler vraiment souvent, c'est le présent. Qu'est-ce qu'on vit au présent? C'est quoi nos difficultés actuelles? Et en fonction de ça, on va remonter dans le transgénérationnel. Donc ok, aujourd'hui, alors je fais vraiment à la louche et j'exagère le trait, mais aujourd'hui, voilà, moi je suis abandonnique, imaginons j'achète les choses en double, j'arrive pas à briller dans la vie. Ok, il y a plein d'indices qui vont me faire penser à une mémoire de jumeaux perdus. Il y a potentiellement des jumeaux dans l'histoire familiale, il y aura potentiellement des histoires d'alcool dans l'histoire familiale, il y aura des prénoms doubles dans l'histoire familiale. Et au fur et à mesure, on va du coup avec la personne voir. Et c'est là où à la fois les éléments concrets sont importants pour moi, parce qu'il y a l'arbre généalogique avec les informations que la personne a. Et puis il y a le ressenti de la personne. Souvent les gens me disent, bah oui, complètement, ça me parle, c'est tellement moi. Ok, c'est tellement toi, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux continuer à garder cette mémoire ou est-ce que tu décides de te libérer du négatif en fait? On parlera évidemment du support que vous utilisez, l'arbre généalogique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire, cet arbre généalogique. Hein, et on sait parfois qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Mais continuons évidemment sur votre parcours de vie. Donc ce syndrome du jumeau perdu, évidemment. Puis alors, il y a des étapes dans la vie difficiles, la perte de votre papa, vous avez 7 ans, et là vous endossez un rôle que vous n'auriez pas dû avoir. Hein, c'est Je deviens un enfant parentifié. Voilà. Vous devenez l'enfant parentifié, comme vous dites. Et donc vous vous occupez, en fait, vous devenez un enfant parent, quoi. Oui, c'est ça. Vous vous occupez de votre mère. Oui, enfin, alors je m'occupe de ma mère à mon échelle, hein, voilà, échelle, comme une enfant de 7 ans. Mais c'est vrai que face à une telle épreuve, ben oui, on a l'impression, quand on est enfant, on se doit d'être là pour le parent restant. Donc vous avez endossé ce rôle que vous n'auriez pas dû? Non. Mais c'est là où j'aurais pas dû, c'est pas une question de on doit ou on doit pas, ça c'est fait et ça fait partie de l'histoire. Et ça fait partie de l'histoire. Et alors justement, et sans dévoiler les choses tout de suite, mais le travail que vous avez fait en psychogénéalogie, vous retrouvez cette dimension de enfant, parent, perte de votre père, etc. Il y a une résonance? Oui, bon, c'est pour ça que je dis jusqu'à mes 30 ans, quand j'étais assistante sociale, j'étais dans le rôle du sauveur. Très clairement, dès le départ, puisque je nais en n'ayant pas pu sauver mon frère, inconsciemment, puis en n'ayant pas pu sauver mon père, et donc je vais essayer de sauver ma mère, et puis je vais essayer de sauver les autres, puisque je n'ai pas réussi à sauver les miens. Et ensuite, évidemment, donc vous allez grandir comme ça. Comment se passe votre adolescence, alors, pour le coup? Enfant très rebelle, enfin adolescente très rebelle plutôt, mais relativement bien. J'ai envie de dire, malgré ça, relativement bien. Mais très dans, effectivement, enfant sauveuse, où ben voilà, je décide de faire des études d'assistante sociale. Je suis en relation, mais qui sont des relations très toxiques, finalement, en couple, hein, où je cherche juste, c'est ce que je disais en début d'interview, je cherche juste à être aimée, à tout prix. S'il vous plaît, aidez-moi, peu importe, quoi. C'est une souffrance, pour le coup. Oui, mais où je pense vraiment que je ne m'en rends pas compte. Le seul but, c'est d'être aimé, et si on est aimé, ça va. Peu importe comment. C'est pour ça que les Belges sont gentils. Ils doivent tous avoir ce syndrome-là. Quelque part. Quelque part. Les Wallons doivent tous avoir un petit truc qui fait qu'ils ont besoin d'être aimés. Donc c'est dans leur ADN, et donc ils sont gentils. C'est pour ça. C'est sans doute pour ça. Alors, il y a évidemment ce parcours de vie. Il y a ensuite cet électrochoc. Hein. Vous parlez d'un électrochoc avec cette fameuse phrase où tout le monde vous perçoit d'une manière propre, bien huilée, comme on dit, hein, où les angles sont voilà, bien arrondis comme il faut. Vous prenez cette phrase comme effectivement presque une manière agressive, en fait, qui va complètement chambouler votre quotidien, et vous tombez sur cette formation de psychogénéalogie, et c'est là où vous dites « je vais me former ». Donc pendant 3 ans, parallèlement, vous faites et la formation de psychogénéalogie et votre métier en psychiatrie? Oui, à l'époque, je suis chef de service en psychiatrie. En psychiatrie. Et donc ça veut dire, est-ce que justement en psychiatrie, quand vous regardez ces malades, ces patients,
vous vous dites que la psychogénéalogie, ça serait peut-être intéressant de voir pourquoi est-ce qu'ils en sont là aujourd'hui. Mais tellement, mais tellement, on peut tellement comprendre comment aujourd'hui, comment on fonctionne à travers notre histoire familiale et notre histoire transgénérationnelle. Et c'est vrai que tous ces patients, si on prenait le temps de les écouter un peu plus, et je pense que c'est compliqué à l'hôpital, enfin voilà, au-delà des conditions de travail, bien sûr. Mais si on prenait le temps d'écouter ça différemment, alors attention, il y a quand même dans beaucoup d'hôpitaux où aujourd'hui on parle de systémique, donc on va quand même chercher dans l'histoire familiale, mais si on allait plus loin, alors sans parler de guérison magique, c'est pas de ça dont il s'agit, mais en termes de compréhension, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à... Et est-ce que vous avez calqué un petit peu ce que vous étiez en train d'apprendre pendant ces 3 ans et ce que vous viviez professionnellement? Très difficilement, d'une part parce qu'à l'époque j'étais chef de service et donc j'avais pas un service attitré, voilà. Et deuxièmement, très compliqué parce que ça reste une thérapie dite alternative. Ouais. Et vous savez, à l'hôpital, on n'est pas très alternatif. Oui, c'est sûr. Même si on sent qu'il y a des prémices de quelque chose avec des belles ouvertures parfois. Bien sûr. Et aujourd'hui, en plus, la science commence tout doucement à montrer les traces du transgénérationnel. Donc de plus en plus. Mais il y a de ça 6 ans, ce n'était pas le cas du tout. Alors que révèle sur vous, donc vous l'avez dit, le syndrome de la sauveuse. Oui. Voilà. Ça, c'est la première chose que révèle la psychogénéalogie chez vous? Alors, syndrome du jumeau perdu, très. Ça, c'est sûr, oui. La sauveuse. Et je pense, ces dernières années, je pense que la plus grosse mémoire que j'ai libérée, c'est la mémoire de prostitution. Alors, c'est une mémoire dont on ne parle pas trop, ça reste encore un peu tabou, mais c'est vrai que je pense que c'est celle qui m'a fait le plus grandir, cette mémoire de prostitution, où je ne me rendais pas compte, mais avec du recul, j'ai toujours dit, par exemple, quand j'étais adolescente, que si j'avais eu le corps dont je rêvais, j'aurais été gogo danseuse. Pas beaucoup de gens disent ça. Quand je travaillais et que j'étais salariée à l'époque, je disais que je me prostituais au travail, que c'était un job alimentaire, mais j'utilisais les termes de prostitution au travail. Et mes relations amoureuses et intimes étaient très compliquées. À l'époque, je ne voyais pas du tout le lien. Enfin voilà, c'était très comme ça. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai travaillé mon histoire familiale, je me suis rendu compte de ça. Et donc, je suis quand même allée fouiller, en sachant que quand j'étais enfant, j'étais obèse. Donc, c'est un élément important à prendre en compte parce que donc quand j'ai perdu mon papa, j'ai pris beaucoup de poids. Et toutes les psys que j'ai vues à l'époque m'ont dit mais c'est parce que ta maman a comblé le manque de ton papa par la nourriture. Ok, donc c'était de la faute de ma maman. Voilà. Et donc, j'ai grandi avec, entre guillemets, c'est la faute de ma maman. Et puis, en fait, on est vraiment passé à côté d'un élément essentiel, c'est qu'il y avait complètement autre chose. Cette relation à la nourriture, cette relation au corps, elle était très liée, en fait, à une mémoire transgénérationnelle qui est celle de la prostitution. Donc, je l'ai travaillée. Et puis, depuis lors, j'ai perdu 15 kilos, je fais de la pole dance, je suis indépendante et où je n'utilise plus forcément ça. Mais c'est là où on peut vraiment transformer, en fait, ces blessures, ces éléments du passé en force quand on arrive à se libérer. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que si je devais noter une mémoire qui m'a fait le plus évoluer, c'est celle-là. Parce que oui, celle de jumeaux perdus, je la connaissais déjà, mais elle m'a permis de me dire, ah oui, tiens, quand tu fonctionnes comme ça, c'est lié à ça. Et alors, voilà, si on parle de la mémoire de jumeaux perdus, c'est vrai que de temps en temps, je me rends compte que c'est un peu le... Dans la mémoire de jumeaux perdus, comment ça se joue, c'est que on est face à un mort. Okay, et le mort est toujours mieux que nous. Le mort, il est idéalisé. Vous savez, on est dans une société judéo-chrétienne, on ne peut pas dire de mal des morts. Et donc, les morts sont très idéalisés. Et donc, on essaye d'être à la hauteur du mort, mais c'est compliqué. On n'est jamais à la hauteur. Et donc, on fait toujours plus, on rame contre la falaise et ça ne fonctionne pas. Et donc, de temps en temps, quand je suis encore dans cette énergie de tu dois prouver, je me dis, OK, ça, c'est pas là pour ça, en fait. C'est pas ta place. C'est OK. Il n'a pas voulu venir. Il avait ses raisons et c'est son problème. Mais recentre-toi sur toi, ça, c'est ta responsabilité. Et donc, le fait de le savoir va créer des déclics au quotidien pour mieux réagir dans nos relations de couple, par rapport à l'argent, enfin de manière assez générale. Des déclencheurs. Juste pour revenir sur cette histoire du syndrome de la prostitution, donc vous évoquiez tout à l'heure, comment concrètement, dans l'analyse psychogénéalogique, ça apparaît? Oui. Alors, y a plein d'indices, on va voir dans
dans l'arbre généalogique, que ce soit à travers des prénoms, puisque derrière les prénoms, on peut vraiment déjà voir pas mal d'informations, à travers des dates, et puis aussi à travers des choses qu'on sait. Et donc, c'est ce que je vous ai dit en termes d'indices. Voilà, moi, je disais que je me prostitue au travail, donc on va faire attention aux mots qu'on utilise, on va faire attention voilà, moi, j'avais vraiment une grosse problématique avec mon corps, et donc, on va vraiment venir voir ce qui se joue au présent chez la personne. Donc, la première analyse, c'est ça. Souvent, les personnes pensent que je vais analyser leur histoire en premier lieu. Oui, un grand-parent, un arrière-grand-parent. Oui. Et donc, souvent, ils pensent que je vais appeler comme ça l'arrière-grand-parent pour savoir ce qui s'est passé. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez toi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue chez toi? Et en fonction de ça, on va aller voir dans ton histoire familiale d'où ça peut venir. Et on peut remonter très, très loin. Mais alors, justement, d'où ça venait, vous de cette histoire, ce syndrome-là, il faut remonter jusqu'où alors il faut remonter à très loin, mais en fait, alors concrètement, j'ai pas la date, parce que moi en plus, j'ai même pas fait des recherches généalogiques énormes, j'ai des clients qui remontent à très très loin, moi j'ai même pas fait ça, mais c'est vraiment les synchronicités qui va se passer derrière. Donc, je vous disais tout à l'heure, avant l'émission, aujourd'hui, j'habite à Anvers. Et donc, Anvers, c'est la partie flamande de la Belgique. Et à Anvers, je ne sais pas pourquoi, il y a un quartier de la prostitution. Et à chaque fois que je vais à Anvers, je dis, mais c'est à côté du quartier de la prostitution. Et donc, mon compagnon me dit, mais Aurélie, Anvers, c'est beaucoup plus grand que limité à ce quartier-là. Et donc, un jour, je me dis, je vais quand même y aller parce que pourquoi je fais toujours allusion à ça. Pourquoi il y a un focus là-dessus? Il y a un focus là-dessus, exactement. Ouais. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, donc je vais visiter ce quartier, au fur et à mesure de mes recherches, parce que je continue à... Ça fait pas très longtemps, en fait, que je libère cette mémoire de prostitution, ça fait 3 ans. Et donc, au fur et à mesure de mes recherches, en fait, je me rends compte que mon arrière-grand-père, il est anversois. Et il a déménagé là où est ma famille pour mon arrière-grand-mère. Et donc, c'est là où, en fait, quand j'ai pas un élément qui va me donner, c'est vraiment, je vais rassembler les pièces du puzzle et à chaque fois, on est là, waouh, on découvre ça, et puis il y a ça. Et c'est jamais fini, je vais continuer à découvrir des mémoires transgénérationnelles chez moi. Mais c'est vraiment les pièces du puzzle. Et donc, vous dire, c'est à cette date-là que ça a commencé, c'est hyper compliqué parce que tous les jours, on vit des choses. Tous les jours, on vit des traumas. Tous les jours, on vit des deuils. Alors, peut-être pas des traumas tous les jours, mais des blessures tous les jours qui peuvent se transformer en traumas. Et c'est cette succession qui va faire qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, le but, c'est vraiment de remonter à la source, mais pas d'avoir « Ah, attends, c'est l'arrière-grand-père Georges qui est tombé à vélo et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, tu as peur de rouler à vélo. C'est très réducteur, en fait, de dire ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop les chemins simplistes. C'est vraiment, on remonte ensemble l'histoire familiale. Alors, on a déjà fait, évidemment, des émissions sur la psychogénéalogie et il y a toujours les mêmes questions qui reviennent parce qu'il y a des gens... D'abord, c'est un vrai travail d'investigation quand même. C'est un gros travail de recherche. Parfois, faire son arbre généalogique, c'est à la fois intéressant et ça peut être fastidieux. Et puis, ça peut être extrêmement compliqué dans le sens où on n'a pas ces informations-là. Oui. Je pense aux enfants qui ont été adoptés. Je pense, vous parliez des prénoms notamment, l'importance des prénoms. Alors, Aurélie, Or, voilà, bon, ça aussi, il y a une connotation bien particulière. Les prénoms composés aussi, oui. Les prénoms, les successions de prénoms qu'on nous a donnés, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Oui, en fait, tout est ultra intéressant et c'est pour ça que je dis, si vous avez la curiosité et si vous avez envie de faire votre arbre généalogique, allez-y. Aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus de sites gratuits où effectivement, il faut un peu faire de recherche, mais où on peut trouver des informations fiables. Mais ce n'est pas une obligation, parce qu'on est la somme de nos ancêtres. Et donc, si on part de ce principe-là, on va aller chercher la partie à l'intérieur de nous qui fait que ça bloque à un moment donné. L'arbre généalogique et les informations qui sont dedans, c'est parce qu'on est en 2025, que notre cerveau dirige et qu'il a besoin d'avoir des informations concrètes et tangibles. Mais on n'est pas obligé. Moi, j'aime bien les deux, parce que j'aime toujours bien dire aux gens, vous voyez, ça vient de là, ça vient pas de nulle part. C'est pas parce que il y a aussi ce truc un peu jumeaux perdus, c'est un peu, on peut tous l'être et donc on peut comme ça être soit être un peu fou ou soit s'inventer des mémoires transgénérationnelles, c'est tout à fait possible. Moi, j'aime toujours bien revenir au concret
mais ça fait partie de nous. Et Alors, donc oui, pardon. Non, allez-y. Et donc oui, notre prénom, les dates de naissance, tout ça, Toujours. c'est une mine d'informations. Et pour moi, toujours, c'est important de rester dans le concret. Alors, je salue Myriam qui nous regarde, qui est quelqu'un qui travaille aussi sur le transgénérationnel, et elle fait faire un exercice, je ne sais pas si vous le faites aussi, c'est l'arbre généalogique en 2 minutes. Oui. Vous faites ça aussi? Oui, en 1 minute. Moi, En je 1 mets la minute. pression encore plus. Voilà. Et alors, c'est assez incroyable de voir comment les gens en 1 minute, alors déjà quand on leur dit vous allez faire votre arbre généalogique en 2 minutes ou en 1 minute, les gens disent oh, je ne vais pas avoir le temps de rien, etc. Sauf que on laisse le flot des informations qui nous arrivent et on fait tout de suite notre arbre généalogique. Oui. Et il est extrêmement révélateur. C'est exceptionnel. On oublie, on fait des mauvais liens, On ne met pas les bonnes personnes au met bon pas les endroit. bonnes personnes au bon endroit, etc. etc. Oui. Ça, c'est un support. Oui, c'est un vous support. utilisez. Oui, oui. Et souvent, les personnes aussi écrivent moi. Ils n'écrivent pas Oui, leur prénom. exact. Ils écrivent moi. Exact. Donc, c'est hyper intéressant. Souvent, je fais ça en atelier collectif et je demande aux autres personnes de regarder l'arbre de l'autre. Et moi, je vais même plus loin. Je dis, dessine ton arbre. Et donc, il y a des personnes qui dessinent un arbre. Réellement, un vrai arbre. Avec un tronc et des Avec et des un branches. tronc. Et donc, est-ce qu'il y a des racines? Est-ce qu'il n'y a pas de racines? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des... Je ne sais rien, moi, des oiseaux, des pommes, peu importe. Oui. Et donc, tout est hyper intéressant. Est-ce qu'on utilise un crayon? Est-ce qu'on utilise plein de couleurs? Parce que du coup, moi, je mets la panoplie sur la table et ils peuvent choisir. Donc, oui. Ouais. Comme le fait de, je crois qu'à droite, c'est pour les liens paternels. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà, il fallait bien que je me gourre. Hein. Donc à droite les liens maternels, à gauche les liens paternels. Exactement. Ça. Et parfois, effectivement, on inverse complètement le truc. Ça aussi, ça veut dire quelque Bien chose. sûr, oui, c'est ça. Il y a une inversion du coup des rôles dans la famille. Qui sont les gens qui, en général, parce qu'il faut quand même être prêt à accueillir ce que l'arbre va nous révéler, ou en tout cas l'analyse psychogénéalogique va nous révéler. Oui. Bah, si on n'est pas prêt, on va se protéger et on va le réfuter. Et donc, c'est très juste. Il y a beaucoup de personnes qui commencent et puis qui disent bah, c'est pas le moment, Okay. ou je ne comprends pas et c'est OK. Je pense que chaque chose en son temps et rien n'arrive par hasard. Mais souvent, c'est quand même des personnes qui ont déjà fait du travail sur elles-mêmes, qui ont déjà fait un peu de développement personnel et qui veulent aller plus loin. Parce que, pour moi, vraiment, il existe tellement de techniques aujourd'hui qui sont hyper intéressantes. Pourquoi la psycho-G pour moi, il y a 2 questions. C'est schéma répétitif. Est-ce que c'est des choses qu'on répète nous-mêmes et dans la famille? Et est-ce que c'est plus fort que nous? Et donc, ça veut dire qu'on a déjà essayé plein de choses. Enfin, quand je reparle de ma mémoire de prostitution, j'ai déjà essayé, je crois que j'ai fait tous les régimes qui existent, possibles et inimaginables. Ça ne fonctionnait pas. Et donc, il y a comme ça où on teste des choses, mais malgré nous, ça nous revient. Et là, on peut se dire, OK, peut-être qu'au niveau transgénérationnel, il y a quelque chose à aller voir. Quand on fait ce travail de psychogénéalogie, on a donc des informations. Une fois qu'on a ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Moi, souvent, je dis ça, c'est la première partie parce que ça nous fait une belle jambe. Bien sûr. De savoir que papy, mamie, tonton, l'arrière-grand-père du truc de bidule faisait que... C'est ça, bon, ça nous fait une belle jambe. Et donc, ça, pour moi, c'est la première partie, c'est l'étape de prise de conscience. Et puis, il y a la deuxième partie qui est l'étape de mise en conscience. Notre cerveau sait, mais pour autant, il ne va pas changer. Et donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir intégrer les choses, laisser infuser les choses. Et donc, on va utiliser en psychogénéalogie des actes symboliques de libération. Alors, il y a certaines personnes qui utilisent le mot psychomagie, qui vient d'Alessandro Jodorowsky. Alors, oui, moi, j'utilise moins le terme de psychomagie parce que du coup, on déresponsabilise un peu. Quand on dit « ah, c'est de la magie, on attend que ça arrive ». Non, si j'attends ici, il ne va rien se passer. Je pense qu'il faut vraiment se mettre en action, un acte symbolique de libération. Et donc, moi, je fais faire des actes symboliques de libération aux personnes pour vraiment aller libérer la partie de la mémoire qui ne leur appartient pas. Par exemple? Par exemple, très simplement, ça peut être écrire une lettre et la brûler. Mais ça peut aussi aller rendre des choses à des personnes. Ça peut aussi matérialiser. Donc, par exemple, des personnes qui ont le syndrome du jumeau perdu, si on se reprend syndrome qui est très, très à la mode en ce moment, je trouve, on peut tout à fait matérialiser en 3D son jumeau, mais à la main. Et donc, pour moi, hyper important, avec des matériaux qui sont biodégradables, parce qu'après, on va faire l'enterrement. Et donc, on va vraiment être dans un processus de deuil. En fait, on a besoin de lui dire au revoir pour pouvoir soi-même vivre pleinement sa vie. Donc voilà, ça passe par là. Mais c'est toujours la personne qui se met en action et qui fait quelque chose. Pour moi, elle doit voir pour pouvoir créer. C'est un peu le principe des rituels. On parlait beaucoup à l'époque
des rituels funéraires, mais ils sont importants. Les rituels funéraires pour pouvoir faire le deuil. Mais c'est exactement la même chose en psychogénéalogie. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, sur ce que vous avez pointé? Alors, j'ai fait tellement de choses. Mais par exemple, pour la mémoire de prostitution, et comme j'en ai parlé, ça va faire le lien. Mais donc, pour la mémoire de prostitution, donc, j'ai écrit une lettre à mes ancêtres qui ont dû se prostituer, en leur disant que voilà, c'est OK, elles l'ont fait parce qu'elles devaient le faire, et que voilà. Mais qu'aujourd'hui, moi, je n'étais plus, en tout cas, d'accord de porter cette mémoire. Donc, je les remerciais beaucoup, mais que tout ce qu'elle m'avait légué en négatif, c'était merci, mais non merci. Et en fait, j'ai été déposer cette lettre. Alors, attention, ça va paraître très fou, et pourtant, je vous assure, je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Mais j'ai été déposer cette lettre avec des pièces en chocolat, donc pour représenter l'argent, dans une enveloppe dorée, dans la rue des prostituées à Anvers. Et vous avez déposé ça où? Dans une boîte aux lettres. Dans une boîte de quelqu'un? Voilà. Non, alors c'est une boîte aux lettres de la Poste. Okay. Oui, on dépose dans les boîtes aux lettres de la Poste, quand même. Okay, mais okay. voilà. Mais alors, pour la petite histoire, c'était drôle parce que donc j'y vais, mais bon, quand même, je ne suis pas hyper à l'aise. Donc, je me promène une fois, et dans ce quartier, il y a vraiment la police qui est au centre. Donc, pour réguler, donc c'est très bien fait en termes de sécurité. Donc, je me dis, mon Dieu, si quelqu'un me voit avec mon enveloppe, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est les ultra... pièces en chocolat. C'est ça. Mais c'est ultra intéressant, en fait, de voir ce que notre cerveau vient nous dire. Est-ce que tu es sûr? Et puis non, en fait, tu prends une décision, tu décides de couper avec ça. Et donc, tu te responsabilises, tu fais ton truc, et basta. Et souvent, les gens me disent, et ça marche instantanément? Ben, en fait, non, ça fait 30 ans que je traîne mes casseroles, elles ne vont pas s'envoler du jour au lendemain. Mais par contre, au fur et à mesure, on voit vraiment que ça se dénoue, et donc c'est intéressant. Et sur les actes de psychomagie, même si vous n'aimez pas ce mot avec l'enseignement de Jodorowsky, on en a déjà parlé effectivement ici, et il y a des actes qui vont bien plus loin que ça. Oui, mais c'est pour ça, Alessandro Jodorowsky, il est très trashos, mais moi j'aime bien revenir dans notre société actuelle, en 2025, et surtout, alors j'adore Alessandro Jodorowsky, mais il y a quand même ce côté trashos et où il y a souvent de la violence. Et moi, je pars du principe qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Donc voilà, je préfère remettre de l'amour plutôt que de la violence. Et quelqu'un qui disait, j'ai suivi un acte de psychomagie avec l'enseignement de Jodorowsky, où il fallait que je m'habille, c'était une femme qui devait s'habiller en homme, ou l'inverse, je ne sais plus exactement, pendant 3 jours. Et vivre ça intensément, vivre dans la rue, vivre... Ah mais ça va. Non, il y a des choses beaucoup plus... Non, il y a des gens qui s'enterrent vivants dans des actes de psychomagie d'Alessandro Jodorowsky. Oui, enfin qui s'enterrent vivants. On s'entend avec beaucoup de, j'imagine, de protection. Et oui, non, il est très... Mais bon, Alessandro Jodorowsky ne vient pas d'Europe. Et donc, il est aussi avec une autre culture que nous. Oui, bien sûr. Important de s'en rappeler. Bien sûr. En tout cas, la puissance des actes psychomagiques sont assez incroyables. Tous ceux qui m'en ont parlé m'ont dit « Waouh !» Il y a un effet, il y a un avant-après, clairement. Oui. Ouais. Donc, vous avez fait ça. Vous avez mis une adresse sur l'enveloppe, quoi? Oui, alors on met tout le temps, symboliquement. Mais donc, on met une adresse symbolique. On met une adresse symbolique. Et donc, il y a tout un... Ça s'explique, mais donc, à mes lignées maternelles, à mes lignées paternelles, rue 2, là où je ne veux plus être, alors je ne sais plus ce que j'avais pu mettre, mais rue rue du blocage, par exemple, numéro 10, on met le code postal de là où on habite, donc en Belgique c'est 4 chiffres, en France ce serait 5, et puis là où on veut aller, donc liberté, peu importe, bonheur, et on timbre. Ce qui est fou, je me mets à la place des services postaux. Mais c'est important parce que, les services postaux doivent ouvrir les lettres. Ah bon? Oui, parce qu'on peut retrouver des choses dedans. On ne va pas juste brûler les lettres sans savoir ce qu'il y a dedans. Il pourrait y avoir de l'argent ou que sais-je. Et donc, les services postaux ont l'obligation d'ouvrir les lettres. Okay. Et donc, ça veut dire que quelqu'un va prendre acte de ce qu'on a écrit. Et donc, ça se met dans la matière. C'est pour ça que je vous dis, on est dans le présent. Même si on libère des choses dans le passé, c'est important d'être dans le présent. Donc, il y a quelqu'un qui a lu votre lettre? Potentiellement. Qui a vu les pièces en chocolat? J'espère qu'il les a mangées. Et qui a dû se dire, qu'est-ce que c'est que cette timbrée? Exactement. C'est sûr qu'il a dû se dire ça. Exactement. Et autant, il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal avec ça, autant aujourd'hui, l'expérience fait que ça fonctionne
en fait, c'est pas du tout être timbré. C'est être aligné avec ce qui existe aujourd'hui. Vous en avez fait d'autres? Oui, oui, oui. Oui, moi j'ai fait le rituel des funérailles avec mon frère jumeau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai déjà envoyé d'autres lettres. Hein, donc, il y a une fois où j'envoie une lettre, mais c'est vraiment dans l'acte où c'est intéressant. C'est la démarche qui est intéressante. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, c'est pas juste une séance, c'est un accompagnement parce qu'il se passe des choses dans la matière, dans ce qui se passe. Donc, moi, j'habitais à l'époque juste à côté de la poste. Donc, je me dis, oh, mettre une lettre, c'est facile. Je la mets dans la boîte aux lettres et elle tombe par terre. Je me dis, comment c'est possible? Et en fait, le clapet n'était pas fermé. Impossible de remettre le clapet. Et donc, en fait, la personne avait oublié de refermer, de mettre le sac pour réceptionner les enveloppes. Pas grave, j'habite le centre-ville, je vais trouver une autre boîte aux lettres. 1 heure. Je n'ai pas trouvé de boîte aux lettres. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas le jour, ce sera demain. Le lendemain, je retourne à la poste et je veux mettre ma lettre. Et il y a le monsieur qui était en train de retirer les lettres. Et donc, il me dit, mais vous voulez que je la poste pour vous? Et non. Et là, je me dis, mais s'il lit ce qui est écrit dessus, ça va pas, ça va pas. Et donc, il y a dû avoir un bug comme ça de quelques secondes où il s'est dit, ça va, madame? Et puis, en fait, je me suis dit, non, ok, en fait, j'ai besoin d'être accompagnée par un homme pour libérer ça. Et c'est complètement ok. Donc, oui, monsieur, vous pouvez... Et donc, il a juste mis, il n'a même pas regardé, hein, il a juste mis, et voilà. Ouais. Et, mais c'est intéressant. Ok, en fait, j'avais besoin que quelqu'un m'accompagne, j'avais besoin de ce soutien masculin. Et qu'est-ce que vous avez... Alors, qui? Quoi? Comment? Qui est cette personne qui devait vous accompagner? Ah non, mais alors, c'est dans les faits, j'avais juste besoin que quelqu'un m'aide pour ça. Okay. Ah oui, oui, lui donc, en ah oui, c'est ça. Lui, ah oui, oui, non, ni d'elle ni d'Adam, je ne sais qui est ce monsieur. D'accord. Mais c'est comme si... Et donc, à chaque fois, quand on analyse notre démarche dans l'action, on se rend compte de... voilà, j'ai une de mes clientes, là, dernièrement, qui me dit j'ai jamais été invitée à mes cousinades et ça fait 1 mois qu'on travaille ensemble et je suis invitée. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait. Mais dans l'énergie, il y a quelque chose qui se transforme et ça vient se mettre dans la matière. Donnez-moi un autre exemple d'un accompagnement et d'un acte que vous avez fait faire à quelqu'un parce qu'il avait une problématique bien spécifique. Par exemple, donnez-nous un exemple de problématique, acte psychomagique derrière dans votre démarche de psychogénéalogie. Je vais fouiller ma mémoire. J'aurais dû réfléchir à ça avant. Ce qui revient assez quand même souvent, hein, c'est cette symbolisation dans la matière de petits bonhommes. Et donc, notamment, j'ai une de mes clientes qui a fait un petit bonhomme. Mais on doit le garder avec nous pendant 9 jours, ce petit bonhomme. 9 jours parce que ça représente les 9 mois de grossesse. Donc, symboliquement, on garde... il sort d'où ce petit bonhomme? Oui, donc c'est les personnes qui le font. Donc on n'achète pas de petits bonhommes, hein. On les fait nous-mêmes. Hein. Donc en pâte à sel, pas pâte à modeler parce que j'aime pas trop, parce que c'est pas biodégradable. Donc voilà, j'aime bien pâte à sel ou voilà, pâte à biscuit. En l'occurrence, ma cliente là avait fait en pâte à biscuit. Et puis en fait, elle me dit mais je dois prendre l'avion. Donc elle a pris l'avion avec son petit bonhomme et donc elle l'avait mis dans une petite boîte. Et puis, dans l'avion ou dans le voyage, en fait, le petit bonhomme s'est cassé. Et donc, elle m'appelle en catastrophe. Mon petit bonhomme s'est cassé. Ok, qu'est-ce que ça te fait que ton petit bonhomme se soit cassé? Qu'est-ce que ça représente pour toi? À quel endroit il s'est cassé? Qu'est-ce que ça vient te dire? Ok, on le répare ou on doit refaire le processus? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, c'est ça, pour moi, tout l'intérêt. C'est même pas tant de savoir, ça s'appelle une mémoire de prostitution ou de jumeaux perdus ou de cannibalisme ou de je sais pas quoi. C'est qu'est-ce qui se joue chez toi aujourd'hui et comment tu peux, toi, te guérir de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Alors, elle l'a réparé. Elle l'a pas refait, elle l'a réparé. Mais c'est quelqu'un qui était hyper stressé parce que dès le départ, elle m'avait dit « Mais si mes chiens le mangent ?» Et donc, dès le départ, elle s'était mise dans l'idée que elle n'arriverait pas au terme. Et alors, c'était quoi sa problématique alors, par rapport à ce petit bonhomme? Elle devait faire quoi? Alors souvent, les petits bonhommes, c'est en jumeaux perdus qu'on les fait faire. C'est souvent en jumeaux perdus. Mais on peut aussi les faire, par exemple, dans les amours impossibles. Donc, des amours impossibles, donc des personnes qui ne savent pas être en couple, qui sont toujours la maîtresse,
de quelqu'un. Ça peut être lié à une histoire d'amour impossible. Et donc là, moi, je fais faire les deux petits bonhommes, donc un homme, une femme. Et donc, il y a des personnes qui font des superbes sculptures homme-femme. Et puis, on s'en fout, on peut juste faire, moi je dis, des petits bonhommes comme ça, des petits bonhommes... Très enfantin. Avec, voilà, c'est ça, peu importe. 2 jambes, 2 bras et terminé. Et en fait, on va les mettre à Sainte Rita. Puisque Sainte Rita, c'est les causes désespérées. Et donc, quand il y a quelque chose qui est plus grand que nous et qui ne nous appartient pas du tout, en fait, on s'en remet à Sainte Rita. Et donc, c'est vrai que souvent, on est dans une société judéo-chrétienne, ils vont dans les églises et beaucoup me disent « Mais je peux déposer ça à l'église ? Il ne va rien m'arriver. » Non, on ne va pas mettre le feu, on ne fait rien de mal. En soi, on va juste déposer des petits bonhommes et c'est très juste un peu des santons et donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que souvent, les gens ont un peu peur. Je vais devoir le déposer, mais si on me voit. Et donc, il y a des personnes qui restent parfois des heures et des heures assises à l'église, alors qu'elles ne sont pas du tout catholiques. Et puis, elles attendent qu'il n'y ait personne dans l'église, quoi. Et donc, elles me disent, je suis restée là des heures. Hein. OK, pourquoi tu as dû rester des heures? Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est de connaître le pourquoi de la réaction, du comportement, de l'attitude, de la finalité, de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a croisé quelqu'un? Oui, bien sûr. J'ai une autre cliente elle avait acheté des cierges, les cierges se sont cassés, elle a dû retourner chercher de l'argent parce qu'elle n'avait pas, on ne prend pas le bon contact en l'occurrence dans les églises, et donc elle a dû, et donc ça a été tout un parcours du combattant pour y arriver. Ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Pourquoi ça doit se faire dans la difficulté? Et donc, pour moi, c'est ça, l'accompagnement qui est intéressant. En psychogé, c'est pas juste, on va faire un truc psychomagique. C'est pour ça que j'aime pas ce terme-là. C'est pas tant la profondeur de ce qu'Alessandro Jodorowsky amène, c'est parce qu'il y a vraiment autre chose. Oui, et en même temps, et c'est vrai que ce petit côté magie, ça fait Merlin l'Enchanteur, il y a un petit côté Disney, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que c'est très fort et très puissant. C'est ça. Et c'est dans l'expérience. Souvent, je dis, vivez-le, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'à partir du moment où on s'engage sur la voie d'un acte psychomagique, il faut tout retenir de ce qui se passe avant, pendant et après. Oui, alors pas tout. Pas tout. En tout cas, il faut retenir les situations, les comportements, les gens que l'on croise. Alors, souvent, moi, les personnes vont me faire un message juste après. Donc, c'est vrai que moi, je suis hyper dispo, j'ai ce que j'appelle le service après-vente. Et donc, elles m'appellent après. Et donc, elles me font un résumé. OK, il s'est passé ça et on en rediscute. Tiens, et parfois, il ne s'est rien passé. Et c'est complètement OK aussi. Mais Et donc, en général, parce que c'est ce qu'on a envie de savoir, c'est de se dire, est-ce que il y a un laps de temps pour que les choses se mettent en place, pour qu'il y ait l'efficacité de l'acte? Je pense qu'au plus on va le faire en conscience, avec sa responsabilité, et pas en attendant que ça tombe du ciel, je pense qu'au plus on va prendre sa responsabilité, au plus ça fonctionnera rapidement. Mais si on attend que ça tombe du ciel, voilà, hier j'étais avec une cliente, on ne s'était pas vu depuis 6 mois, et elle se rend compte qu'elle procrastine, et elle ne sait pas pourquoi. OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, et pourquoi du coup ça prend autant de temps pour que ça fonctionne? Et puis, il y en a qui vont le faire direct, et voilà. Est-ce que ça veut dire que dans votre analyse, votre accompagnement en psychogé, comme vous dites, à un moment donné, il y aura un acte de psychomagie? Tout le temps. Toujours? Ah ouais, c'est systématique. Oui. C'est-à-dire que pour enrayer le système, si je puis dire, il faut qu'il y ait un acte. Alors, il faut pas, parce que, en tout cas, ma formatrice disait qu'on a le droit à 2 miracles sur une carrière. Parfois, juste avoir l'information, c'est OK. On a une information et ça fait le travail. Mais moi, j'aime bien que les personnes se mettent dans l'action, intègrent les choses, et donc, je leur donne des actes à faire. Donc, il faut quand même s'attendre à ça. Ouais, alors, et souvent, moi, je dis, il faut savoir aussi avec quel thérapeute on veut travailler. Et moi, je suis quelqu'un comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà, je suis dans l'action. Il y a il y a de l'action, donc attention. Et donc, moi, la vie, c'est maintenant. Donc, on y va, quoi. Je ne vais pas mettre de la pommade. Ça, c'était la Aurélie d'avant qui mettait de la pommade. Aurélie, aujourd'hui, elle n'en met plus. Et donc, on y va, en fait. Et puis, il y a certaines personnes chez qui c'est pas OK, parce qu'elles ont besoin de plus de temps, elles ont besoin de plus de douceur. Et donc, je ne suis pas forcément la personne qui leur conviendra. Mais voilà. Il y a des gens qui commencent un travail et parce qu'il faut en arriver à cet acte, ils se disent hop, je fais demi-tour. Alors, souvent, elles vont peut-être prendre plus de temps à faire l'acte,
mais pour autant, elles vont le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais parce que aussi, on a nos protections. Oui, il faut Et digérer c'est- ça et aussi, c'est, hein, évidemment. Et c'est OK. Et Bien c'est sûr, OK. bien Moi, sûr. souvent, je dis, c'est comme une infusion. Hein. Mm. Si on la retire trop tôt, elle n'aura pas de goût. Si on la retire trop tard, ce sera amer. Et donc, à toi de voir jusqu'où tu es prêt à aller. Vous parliez effectivement que vous aviez quitté la Wallonie pour aller de l'autre côté de la Belgique, Oui. par amour, comme vous le disiez. Est-ce qu'il a fait son acte de psychogé? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors moi, je suis avec un compagnon très rationnel, Ah ouais. très terre-à-terre. Et même si quand je lui explique, ben voilà, nous, on s'est vraiment rencontrés, le hasard ne pouvait pas être plus hasard que ça. On s'est rencontrés sur un festival où on était 10 000, un néerlandophone, une francophone. On se rencontre, on ne parle pas la même langue. Voilà, il y a un moment donné où on se dit quand même, c'était pas une histoire qui était faite pour durer. Bon, ça fait 4 ans, donc quand même, c'est bien parti. Mais où je lui explique, mais tu te rends quand même compte que, OK, le hasard, mais alors il fait très bien les choses. Et puis en plus de ça, moi, je me rends compte, mais c'est il y a 2 ans que je me rends compte de ça, donc on était déjà ensemble depuis 2 ans, que mon arrière-grand-père, il vient d'Anvers, en fait. Et là, on se dit, mais... Alors, il me dit... OK, il y a des coïncidences qui ne trompent pas, mais et donc, voilà, ils ne se mouillent pas trop. Mais voilà, effectivement, ils sont peut-être plus rationnels en Flandre qu'en Wallonie. Mais donc voilà, non, ils ne se mouillent pas trop là-dedans. Même s'il peut comprendre les liens, les actes psychomagiques, peut-être pas. En tout cas, je trouve qu'il y a un côté... on peut prendre ça aussi, même s'il y a un côté libérateur, presque il y a un côté thérapeutique, il y a une approche psy, il y a tout ça. Mais je trouve que c'est fun aussi de le faire. Ah mais moi j'adore, je trouve ça génial parce que même quand c'est dur, on sait qu'il y a un truc derrière. Moi c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est que aujourd'hui quand j'ai une épreuve, je me dis ok trop cool derrière, il y aura un super cadeau. Et donc quand on arrive à se dire ça, bah, du coup tout est beaucoup plus fluide et ça se passe Ça, mieux. vous vous dites ça à chaque fois. Ouais. C'est chaud, hein, C'est voilà. sûr, c'est sûr. Voilà, il y a Il y a parfois des où situations où on se dit c'est cela, ouais. Et la plupart du temps, enfin la plupart du temps, de temps en temps, on se dit il est où le cadeau caché, quoi. ouais, parfois, il faut un peu de temps, effectivement. Mais alors, on pourrait croire que c'est une croyance un peu magique comme ça, mais non, je pense vraiment, au vu des épreuves que j'ai eues dans la vie, de me dire que c'est vraiment ça qui m'a forgée. Si j'avais pas eu ces épreuves-là, je serais pas là aujourd'hui. Et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Donc oui, mettre son nez dans son caca, c'est pas gai. Mais une fois qu'il est nettoyé, au moins il est plus là, quoi. On peut vous consulter à distance, j'imagine. Bah oui. Ah, ouais. Pour le coup, du coup. Oui, tant qu'à faire, ouais. Oui, sauf si on a envie d'aller du côté d'Anvers. Oui. Voilà. C'est une jolie ville, Anvers. C'est une très belle C'est une ville. belle ville, ouais. Bon. Consulter à distance, bien entendu. Évidemment, vous donnez toutes vos informations. Vous avez ce service après-vente que vous évoquiez. Donc, c'est important qu'on reste toujours en lien parce que quand on doit commencer à engager un process d'actes psychogés, de rituels, on a plutôt envie d'être bien accompagné pour le coup. Ben pour moi, c'est important. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est vraiment important de ne pas rester seule avec ça. Je pense aussi que ça fait partie de mon histoire, où j'ai beaucoup été seule face à des psys et où après je sortais, j'étais là, mais... Et donc OK, et j'attends. Ben non, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler parce qu'en plus, aller raconter à votre famille ou à votre meilleur ami que vous devez faire un petit bonhomme en pâte à sel et aller le déposer à l'église, on va dire mais ça va pas ou quoi. Et donc avoir quelqu'un à qui se déposer, c'est toujours sympa. C'est sûr. Et puis voilà, parce qu'il peut arriver des choses. Je me souviens, il y a un de mes clients, j'ai très peu d'hommes mais j'en ai quand même un peu, qui à l'époque je consultais en présentiel, qui sort de chez moi et il voit son parrain qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. Et c'est confrontant et je comprends que le cerveau se pose des questions. Et donc, voilà, juste envoyez-moi un message, on s'appelle et tout est OK, en fait. Et vous formez? Et je forme aussi maintenant. Ouais. Depuis l'année dernière, je forme à la psychogénéalogie. Elle a tellement changé ma vie que pour moi, elle devrait être connue de tout le monde. Donc, je me suis dit, allez, allons-y. Mais par contre, je forme en beaucoup moins de temps. Donc, moi, je me suis formée en 3 ans. Mais vous l'aurez compris, moi, je suis quelqu'un un peu dans l'action. La vie, c'est maintenant. Et donc, moi, je forme en 10 mois. En 10 mois. Ouais. Est-ce que vous avez révélé ou eu des secrets de famille, de votre famille, en faisant ce travail-là? Oui. Ouais. Oui. Alors,
à nouveau, c'est pas instantané. Okay, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais j'avais demandé à l'époque du Covid à avoir accès au dossier militaire de mes grands-parents. Parce que pareil, on a le droit d'avoir accès au dossier militaire de notre famille. Donc que ce soit dossier militaire ou dossier administratif, peu importe. Donc moi, j'avais fait les demandes à l'époque du Covid. C'était un peu compliqué. Et donc, je reçois les dossiers, mais bien après. Et donc, je ne les lis pas tout de suite. Et entre-temps, je fais un test ADN. Et le test ADN me révèle que je suis 50% anglaise. Bon, alors, ce n'est pas 50% strict. Donc, c'est voilà, c'est qu'il y a une majorité d'ADN anglais. Vous faites le test ADN que tout le monde connaît, là? Oui, que tout le monde connaît. Ouais, j'ai fait aussi, moi. Ah, voilà. Voilà. Alors, qui n'est pas très éthique, parce que je comprends qu'on donne notre ADN et que notre ADN, c'est aussi celui qu'on partage avec notre famille. Mais voilà, dans le cadre de la formation, je trouvais que c'était intéressant. Donc, voilà, je reçois cette information. Je me dis, oh, OK, voilà. Et je range la maison familiale et je tombe sur des assiettes, des très, très belles assiettes estampillées d'Angleterre. Sauf que moi, je viens d'une famille pauvre. Enfin, pauvre, qui n'avait pas les moyens. Et donc, je me dis, mais d'où viennent ces assiettes? Voilà. Et donc, je questionne. Ah, c'est du côté paternel. OK, donc mon papa est décédé, mais j'ai encore ma marraine. Donc, je demande à ma marraine qui me dit, ah, mais c'est des assiettes de famille, il faut faire attention. Et donc, je sens comme ça que ces assiettes ont une importance, ont une valeur, mais on ne sait pas d'où elles viennent. OK, et là, je commence tout doucement quand même à réfléchir, en me disant, mais tiens, c'est quoi ce truc? Et puis, je réouvre ces fameux dossiers militaires. Donc, vous voyez, l'enchaîner, il n'est pas a priori logique. Et puis, je réouvre ces dossiers militaires et en fait, je me rends compte que mon grand-père est né au mois d'avril, mais que mon arrière-grand-père est revenu de la guerre au mois de décembre. C'est un peu court, 4 mois, pour une grossesse. Et donc, potentiellement, quelqu'un est passé par là, à ce moment-là. Oups. Mais je pense que si j'avais lu le dossier militaire avant, je l'aurais très mal pris. En disant, ouais, mon arrière-grand-mère, quand même, ça ne va pas, on ne fait pas ça. Mais pour X ou Y raison, ça a dû arriver. Mais c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, c'est pouvoir reconnaître ça aussi dans notre histoire. Peu importe ce qui a été fait, ça fait de nous qui on est. Donc, ça veut dire que cet homme de passage était sans doute un Anglais? Potentiellement, en tout cas. Potentiellement. Alors, j'aurais jamais la vraie réponse. Et pour moi, c'est pas ça qui compte. C'est de pouvoir me dire, OK, je sais d'où viennent mes racines. C'est passionnant. Hein. C'est du Sherlock Holmes, quand même. Hein. C'est exceptionnel. Enfin, il y a un petit côté enquêtrice quand même dans le truc. Hein. Oui, et je pense que c'est ça. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Et en fait, à chaque histoire, à chaque personne que je rencontre, j'ouvre la caserne d'Ali Baba. Il y a du Colombo, il y a du Agatha Christie, il y a tout ça. Mais pour autant, les personnes ne doivent pas faire ces recherches généalogiques. Je pense que parfois, les gens pensent qu'ils vont devoir faire beaucoup de recherches pour obtenir les infos, alors qu'en fait, on va les chercher à l'intérieur de nous, quoi. Mais effectivement, c'est une recherche intérieure. C'est un Colombo de l'intérieur. Exactement. La psychogénéalogie pour se libérer de l'impact invisible de notre histoire familiale. En tout cas, c'est vrai que ces petits actes, ces petits rituels, et puis votre approche, et puis la manière dont vous allez accompagner ceux et celles qui ont la nécessité peut-être de casser certaines chaînes, certains schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'on entend, ça, les schémas répétitifs? Et notamment dans le domaine amoureux, par exemple. Oui. Ben, domaine amoureux, domaine financier, hein. Les faillites à répétition dans les familles, les personnes qui n'arrivent pas à garder leur argent, des personnes qui ne trouvent pas leur place. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui recherche du sens et les gens ne trouvent pas leur place. Alors, vous allez les aider. AurélieDoyen.com, c'est le site internet. On vous met tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Aurélie. Si vous avez la chance d'aller en Belgique, eh ben, écoutez, faites un petit crochet. Vous recevez d'ailleurs en présentiel? Je ne reçois plus en présentiel. Par contre, la formation, il y a une possibilité en présentiel. OK. Merci beaucoup Aurélie. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange? Que vraiment notre histoire familiale ne doit pas déterminer notre futur. Vraiment, vraiment. On peut vraiment reprendre les rênes. Vous avez le sentiment d'avoir cassé un peu les chaînes chez vous? Chez moi, oui. Ouais. Libérer la famille? Alors, non, me libérer moi. Vous libérez vous. Oui. Okay. Ça, responsabilité individuelle avant tout. OK. Et ça ne joue pas sur l'ensemble de la famille? Ça joue sur l'ensemble de la famille, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait.
Ah, okay. C'est pas pour ça qu'on le fait. Donc oui, grande évolution chez ma maman, grande évolution dans nos relations. Vraiment, nos relations ont complètement changé. Mais c'est avant tout pour moi que je l'ai fait. Ça, c'est parce que je sais que, ben voilà, je ne suis pas maman aujourd'hui, mais je sais que les mamans pensent à leur génération future, les grands-mères pensent aux générations futures. Et c'est génial, mais d'abord, on le fait pour soi. Ceci dit, vous avez déjà commencé le travail pour vos descendants. Absolument. Ils vont arriver. Pas de problème. Tout va très bien, maman, elle a déjà bossé. Voilà. C'est parfait. Merci infiniment, Aurélie. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve évidemment, vous commentez avec bienveillance, hein. Comme d'habitude. On lit l'ensemble de vos commentaires, vous partagez tout cela. Et c'est vrai que la psychogénéalogie reste un sujet absolument fascinant. Encore une fois, il faut être bien accompagné par ceux qui l'expérimentent, qui l'enseignent, comme c'est le cas d'Aurélie. Commentez, partagez. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.